Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très flatté, honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour parler avec Jacques de ce projet SFDT1. Et en fait, en préparant cette conférence, j'ai souhaité faire une petite introduction avant de parler de l'objectif de cette recherche sur la relation entre les patients et les médecins. Un peu un petit recul parce que je trouve que SFDT1 est vraiment un exemple de co-construction, et co-construction c'est un terme très large. C'est un co-construction avec bien sûr les diabétologues adultes, les diabétologues pédiatres qui sont absolument essentiels dans la construction d'un projet comme celui-là, mais également les patients et même les parents de patients. Et en fait on construit ensemble un projet de recherche, et quand on prend un peu du recul, eh ben, c'est pas si évident que ça. Alors ça, c'est un passage obligé, ce qu'on appelle les liens d'intérêt. Bon, j'ai aucun lien d'intérêt avec cette intervention, mais bon, pour dire que je collabore avec les industriels, parce qu'ils nous apportent beaucoup, et vous le vivez au quotidien. Et donc, je les affiche ici, ça fait partie du passage nécessaire. Et en fait, j'ai repris cette diapo, c'est pour évoquer le film Knock, que vous connaissez sûrement, qui est issu d'une pièce de théâtre écrite par Jules Romain, dans les années 20, et qui souligne la toute-puissance du médecin. Et le patient écrasé par son médecin, je vous conseille vraiment de voir la version de Louis Jouvet, et moins celle plus récente, et de lire éventuellement la pièce de théâtre. Et c'était complètement novateur d'avoir comme ça cette œuvre qui est une critique de la puissance absolue du médecin qui a le savoir absolu, et le patient n'a qu'à obéir et n'a rien à dire. Et en fait, on peut déjà voir ça un petit peu dans le Malade imaginaire, bien sûr. Il y a sûrement d'autres œuvres qui relatent un peu cette toute-puissance du médecin. Et en fait, il faut attendre les années 2000, en fait, pour considérer dans la loi que le patient a son mot à dire. Et quand je dis les patients, c'est aussi les parents de patients. Et en fait, ça dit que le rôle, les droits des patients sont inscrits dans la loi. Et en fait, la décision clinique, en fait, est ce qu'on décide pour quelqu'un. C'est en fait 3 cercles: l'expérience clinique, les données de la recherche, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine en anglais, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été montré par la recherche, et la préférence du patient. Le patient joue un rôle maintenant dans la décision thérapeutique, et la SFD, Société francophone du diabète adulte, a émis des recommandations en 2017 pour le diabète de type 2, donc ça ne concerne pas le diabète de type 1, mais ils ont été très novateurs, la SFD, parce que c'est la première recommandation à ma connaissance sur le diabète où la décision du patient est un élément absolument essentiel à la réussite thérapeutique. Donc on voit que la relation s'horizontalise. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relation verticale avec un médecin qui a tout pouvoir et un patient qui n'a qu'à obéir. Et on se rend compte à quel point, aujourd'hui, ça joue un rôle absolument essentiel. Alors en fait, la médecine, parallèlement, elle se complexifie. C'est-à-dire que quand on essaye de comprendre ce qu'on appelle chez nous la physiopathologie des maladies, c'est-à-dire pourquoi une maladie arrive, comme le diabète de type 1 par exemple, eh bien, il y a énormément de données qu'on doit considérer. Ça devient de plus en plus complexe, et les étudiants ont de plus en plus d'éléments fondamentaux à comprendre pour comprendre pourquoi un patient a une maladie. Alors là, je vous ai illustré quelques exemples. Donc il y a les gènes. Avant, on disait il y a une mutation et une maladie, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. C'est plusieurs, on n'appelle même pas ça des mutations, c'est des variants, mais il peut y en avoir des centaines avec des associations très complexes. Dans le sang circulent des substances, des centaines de substances, et on essaye de trouver des associations qui sont associées à des maladies, ce qu'on appelle la métabolomique. Et il y a des choses encore plus complexes et récentes qui sont très à la mode en ce moment, ce qu'on appelle l'épigénome. C'est le fait que, vous savez, l'ADN, c'est comme une note de musique avec des notes qui peuvent changer, ce qu'on appelle les mutations. Mais l'épigénome, c'est la manière dont la partition est jouée. C'est-à-dire les gènes s'expriment ou ne s'expriment pas selon des variations, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et encore, il y a des centaines de variants. Donc on voit qu'un individu, c'est extraordinairement complexe dans sa biologie. Et puis il y a la pharmacogénomique, c'est par exemple, il y a certains médicaments qui sont efficaces chez l'un et pas chez d'autres. Tout ça,
nous donne une idée de la médecine de précision, très technique, très complexe. Mais alors le patient, où il est là-dedans, finalement, est-ce qu'il joue un rôle? La réponse est oui. Et en fait, il y a un nouveau concept qui est associé à la médecine de précision, ce qu'on appelle la personnomique. On apprend maintenant aux étudiants qu'un patient n'est pas un patient, c'est une personne qui, au-delà de sa maladie, vit beaucoup de choses. Alors bien sûr, il a des données cliniques, un poids, une taille, mais il y a également un statut cognitif. Certains comprennent différemment les choses. Il a des ressources financières particulières, il a des motivations, des croyances, un soutien social, des éléments psychosociaux, peut avoir une anxiété. Une maladie chronique peut être associée à une anxiété chez les patients ou chez ses parents. Eh bien, tout ça, c'est enveloppé dans un ensemble qu'on appelle la personnomique et qui est indissociable de la médecine de précision aujourd'hui. Et donc, en fait, tout ceci nous donne un rationnel de pourquoi il est essentiel dans la relation médicale d'avoir cet échange, ce partage entre les médecins et les patients. Et ça enrichit considérablement notre prise en charge. Et donc, je voudrais maintenant rentrer dans l'étude qu'a évoquée Karine. C'est l'étude SFDT1 qui s'est inspirée de ces principes dans sa construction. Et je voudrais l'illustrer maintenant. Alors, en fait, SFDT1, c'est une étude qui a été initiée par une société savante. Au départ, c'était Adulte, Société francophone du diabète. C'était en 2017. C'était sous la présidence du professeur Pierre Fontaine. Et on a été mandaté avec mon ami et collègue Emmanuel Cosson pour construire ce projet à l'époque, pour mieux comprendre le diabète de type 1. Et rapidement, il y a eu un comité de pilotage et tout ceci a été construit avec les associations de patients, on va en voir une illustration, et la JD, qui a été très rapidement, et grâce à l'intervention surtout au départ c'était Marc, Jacques qui va parler après, et Élise Bismuth, et avec tous les trois, on a construit ensemble ce projet impliquant la population pédiatrique et les enfants. Donc, comme je vous disais, ça a été initié par la SFD, et c'était, donc en fait, l'idée c'est de faire vraiment une communauté de patients, comme on le verra tout à l'heure. Alors au départ, nous, on est bien sûr diabétologue adulte et on s'est intéressé au cœur, aux complications cardiaques du diabète. C'est le carré au milieu, événement cardiovasculaire, donc bon, ça fait peur, mais ça concerne quand même, heureusement aujourd'hui, une minorité de patients. Mais il y a énormément d'autres questions qui sont adressées, qui sont posées dans cette étude, et notamment, on s'intéresse beaucoup à la variabilité glycémique. Vous savez, vous êtes au courant que jour après jour, quand on a un diabète de type 1, il y a des hauts et des bas et on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Et donc, on s'intéresse au rôle de cette variabilité glycémique. On s'intéresse à d'autres complications qui ne sont pas connues. Et là, je vous en parlerai. Il y a déjà des choses nouvelles qui apparaissent dans les analyses des premières données qu'on a actuellement. On fait une prise de sang dans cette étude. Pourquoi? Parce que, et en fait, on met ce sang au frigidaire. On ne met pas que du sang au frigidaire, on met de l'ADN, on met de la salive, on met même des cheveux. Et l'idée, c'est demain, on aura peut-être un nouveau marqueur qui est associé aux complications pour savoir peut-être qu'il y a certains qui font une complication, pas d'autres, et qu'on pourrait déterminer ce marqueur dans quelques années. Donc c'est du sang qui est au frigidaire, il sera peut-être à moins 80 en général, et qui sera analysé dans 10 ans ou 20 ans. Il y a des données économiques, on va voir comment. Et donc on s'intéresse au fardeau économique de la pathologie. On sait que c'est remboursé à 100% le diabète de type 1, mais il y a un reste à charge. Il y a toujours des petites dépenses qui sont associées, qui pèsent dans la vie quotidienne du diabète. On s'intéresse beaucoup à l'innovation thérapeutique, notamment les boucles fermées, par exemple, ou bien d'autres, je crois qu'on en parlera cet après-midi. Et c'est intéressant de voir finalement qui, en France, a accès à ces innovations. Est-ce qu'il y a une part égale de la répartition? Et quelle est la relation avec l'équilibre ou les complications? Et le dernier joue un rôle absolument majeur dans notre projet, les facteurs psychosociaux. Quel est le rôle de la dépression, de l'anxiété dans la survenue des complications? Donc vous voyez que c'est un ensemble général qui concerne des éléments très fondamentaux, très scientifiques. Par exemple, on s'intéresse beaucoup à l'inflammation dans nos projets. Et puis des éléments qui sont de la vie quotidienne. Par exemple, on verra le sommeil. Ça a été très étudié. Et on va voir comment. Alors, en fait, on est très ambitieux. Nous, on a l'ambition de recruter 15 000 patients diabétiques de type 1. C'est grosso modo 10% de la population diabétique de type 1 française, donc 2 000 enfants, des adultes et des enfants.
ils ont un diabète de type 1. Alors, on a une définition extrêmement simple. Ce n'est pas du tout compliqué pour les médecins de sélectionner les patients. Il faut qu'ils aient juste un diabète qui est apparu avant l'âge de 35 ans et qui a nécessité de l'insuline moins d'1 an après. C'est tout. Et puis, on a aussi l'ambition de suivre les gens une trentaine d'années. Donc, il n'est pas certain que je pourrais vous présenter les résultats finaux dans 30 ans. Et on va voir comment on va pouvoir obtenir ce suivi aussi longuement. En fait, c'est grâce à la base de données administrative de la sécurité sociale qu'on appelle le SNDS, Système national de données de santé. Alors en fait, on a différentes sources d'informations. Bien sûr, quand un médecin voit un patient, il remplit une base de données avec des données médicales. L'ancienneté du diabète, des choses très simples, poids, taille, les complications pour les adultes surtout, quand il y en a, et puis les doses d'insuline, le type de traitement, etc., des données très classiques. Une banque biologique, donc il y a des prélèvements, des prises de sang, je pense que Jacques vous en parlera. Je passe le carré du milieu, j'y reviendrai. On a la capacité pour les familles et les patients qui l'acceptent de récolter de manière anonymisée les données de mesure continue automatiquement, sans action. Donc c'est directement mis dans le cloud, j'allais dire, de manière anonyme. Et on a toutes les glycémies toutes les 5 minutes, tout le temps. Et on est en train de faire en sorte d'avoir aussi les données de boucle fermée. Donc c'est une source d'information fantastique, notamment pour étudier l'instabilité, le fait qu'on fait des hauts et des bas. Et puis, le SNDS à droite, Système national de données de santé, c'est une base de données qui concerne les 60 millions de Français. C'est-à-dire quand vous allez à la pharmacie, vous consommez un médicament, c'est inscrit dans cette base de données. Quand vous êtes hospitalisé, c'est inscrit. Pourquoi vous êtes hospitalisé, c'est inscrit dans cette base de données. Quand, malheureusement, il y a un décès, c'est inscrit. Tout est inscrit de manière absolument exhaustive. Et en fait, ces dernières années, il y a une volonté nationale de mettre à disposition cette base de données pour les médecins, les scientifiques, de manière à recueillir des informations extraordinairement précieuses. Alors, il nous a fallu 1 an et demi de démarches réglementaires pour obtenir l'autorisation de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, pour obtenir les informations issues du SNDS. Et vous imaginez la richesse de cette étude qui permettra de coupler des données exhaustives de vie. On a même 10 ans de rétrospectif, et donc on va suivre les gens 20 ans. Donc 20 plus 10, ça fait 30 ans de suivi, qu'on pourra analyser avec les données de mesure continue, avec les banques biologiques, pour voir quel profil est attaché à quel marqueur biologique, par exemple. Et surtout, et c'est le dernier point ce que je voulais vraiment insister ici, ce qu'on appelle les IPRO. Alors IPRO, c'est un anglicisme, ça veut dire Patient Related Outcome. En fait, quand un patient arrive dans SFDT1, il répond à quelques questionnaires en face à face. Ça concerne, par exemple, la précarité, ça concerne la qualité de vie, etc. Mais après, il va recevoir tous les mois un questionnaire. On a dans son téléphone, ça dure 5 minutes pour y répondre, et tous les mois, un thème différent. Et ça, sans fin, c'est-à-dire qu'on renouvelle régulièrement les questionnaires, et ça nous donne des sources d'informations incroyables, associées à toutes les autres informations sur comment on vit quand on est diabétique. Et ça concerne en fait tous les gens qui sont inclus dans cette étude, et ces questionnaires donc, sont extrêmement précieux. En fait, pour construire cette étude, et en particulier ce questionnaire, on a eu plusieurs étapes préparatoires, et notamment une on a travaillé avec l'Association française des diabétiques, donc des adultes, qui ont fait un lab qu'on appelle le Diabète Lab. Et donc on a construit, on a eu des personnes avec diabète de type 1 qu'on a interrogées pour savoir si c'était pertinent, comment il fallait présenter l'étude aux patients, quels étaient les éléments de langage, etc. Donc je passe vite parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vous donne quelques exemples. Donc satisfaction globale des patients eux-mêmes. Ils nous ont proposé d'insérer beaucoup la notion de communauté de patients, et ils ont insisté sur le rôle majeur de leur diabétologue à eux. Si leur diabétologue leur propose, alors ils ont tendance à adhérer. Ça, c'est les sujets adultes qui ont été interrogés pour construire cette étude. Et à l'époque déjà, ils nous ont donné quelques suggestions en termes de thématiques à aborder. Aujourd'hui, on a 37 centres ouverts sur les 70 à ouvrir. Vous voyez que le maillage national est très bon, y compris la DOM-TOM, ce qui va être
passionnant, parce que dans les dom-toms, peut-être que les caractéristiques sont un peu différentes, on pourra comparer selon les zones géographiques. Et vous voyez, il y a encore un peu de boulot, il y a encore une trentaine de centres à ouvrir. Et qu'aujourd'hui, sur les 15 000 patients, on a à peu près 1320 patients inclus. Je pense que depuis la diapo, il y a encore eu des inclusions. Et pour les enfants, ça a été un petit peu plus long parce qu'il y a une phase préparatoire avec Marc, Jacques et Élise notamment pour inclure, mais ça va s'accélérer. Il y a une phase d'accélération d'ouverture des centres pédiatriques dans cette étude. Mais vous voyez que la courbe des inclusions est très ascendante. Depuis le 10 juin 2000, que je ne me trompe pas, 20. Et aujourd'hui, donc, on a 600 hommes, 496 femmes. La moyenne d'âge est de 41 ans. Le plus jeune adulte à 18 ans, le plus âgé à 84 ans. Et chez les enfants, donc, vous voyez qu'il y a une répartition à peu près égale des garçons et des filles avec une moyenne d'âge de 17 ans. Et en fait, nous sommes en train actuellement de faire les toutes premières analyses de cette étude. Alors ça, c'est pour vous dire, vous devez vous dire, et moi je me le serais dit à votre place, un questionnaire par mois, c'est saoulant. Alors en fait, étonnamment, quand on revoit les patients en consultation, ils nous disent « c'est génial » parce que vous vous intéressez enfin à nous. Vous vous intéressez à des thématiques qui ne sont jamais abordées en consultation et vous voyez dans cet histogramme, pas forcément simple à lire, le pourcentage des réponses. C'est ici. Vous voyez que là, c'est 75%. Et vous voyez que le taux de réponse est excellent. 70 ou 75% des gens répondent au questionnaire. Alors là, c'est des acrostiches absolument incompréhensibles, mais je vais vous donner une idée. Donc là, c'est l'impact du diabète. PAID, c'est le fardeau, la manière dont les gens ressentent le fardeau lié au diabète. J'essaye d'en retrouver. DTSQ, c'est la satisfaction liée au traitement. Vous voyez, il y a un côté dentaire. Rosenberg, c'est l'estime de soi. C'est les adultes qui sont interrogés ici, bien sûr. Et ADDQOL, bien sûr, c'est la qualité de vie. Et on a aussi des questionnaires sur le sommeil, sur la nutrition, etc. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Alors, une des originalités de l'étude, c'est que, bon, c'est bien beau de dire que les patients sont partenaires, mais s'ils n'ont pas les résultats, ils ne sont pas vraiment partenaires. Et donc, en fait, au sein de cette étude, nous organisons des webinaires. Alors, pour l'instant, on en fait 2 par an, mais les patients nous en réclament 3 par an, où les patients reçoivent une invitation et on organise donc des réunions. Donc pour l'instant, nous en avons fait 4. En fait, c'est 2 x 2 parce que sur une session, on en fait 2 avec des horaires différents pour les gens qui ne sont pas disponibles pour des raisons professionnelles. Et donc, je vais vous illustrer les 2 webinaires qu'on a fait. Donc, la première thématique, c'était en juin dernier. Donc, en fait, on invite à chaque fois un expert qui parle. Là, il a parlé plutôt de complications cardiovasculaires. Mais à l'occasion de ce premier webinaire, on a restitué quelques résultats. Des premiers résultats tout neufs, tout nouveaux. On a beaucoup parlé de sommeil et de satisfaction liée au traitement. Et de burden, burden, c'est fardeau lié à la maladie, pardon. Et la deuxième thématique, il y a le professeur Hélène Hanner et une patiente qui a témoigné sur ce qu'était une boucle fermée et ce que ça pouvait apporter. Et on a donné d'autres résultats sur les troubles rhumatologiques, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui apportent énormément de nouvelles informations sur qui fait ce type de complications. Et en fait, c'est marqué que c'est disponible sur YouTube, sur notre site. Alors le site est en réfection. On avait un site vraiment très amateur parce qu'on a commencé avec nos moyens du bord. Et là, on a un petit peu plus de moyens aujourd'hui et on est en train de faire un très beau site, enfin on espère, qui devrait être livré pour le congrès de la SFD en mars prochain. Et donc là, vous voyez des copies d'écran qui ont été faites. Donc on présente l'étude, intervention d'un expert, intervention d'un patient. Et là, vous voyez l'exemple d'un questionnaire satisfaction quant au traitement lié au diabète. Et donc, vous voyez que les résultats ne sont pas si excellents quand même. À peu près une grosse minorité, près de 50% des patients se disent moyennement ou peu satisfaits de leur traitement. Donc après, il faut croiser les informations pour savoir quel type de traitement, etc., ça correspond, etc. Donc les analyses sont vraiment en cours de ce point de vue. Alors surtout, on échange avec les patients et on leur demande « mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des thèmes qui vous intéresseraient ?» Et voilà les réponses qu'on a eues. Là, je vous en donne quelques exemples et on va concrétiser ça. Beaucoup nous ont demandé les impacts sur le cerveau, les fonctions cognitives.
Et donc, c'est un questionnaire qu'on est en train de construire. Alors, il faut un questionnaire moins de 10 minutes de réponse, qu'ils le reçoivent tous les mois, il ne faut pas que ce soit long. Et puis, diabète et mémoire, diabète et sport, diabète et voyage. Voilà quelques thèmes que les patients nous ont demandé d'aborder à l'occasion de cette étude. Et on va concrétiser ces très bonnes idées. Et c'est pour vous souligner l'enrichissement, mais magnifique, qu'il y a d'échanger avec les patients, tant dans le soin que dans la recherche. Et pour finir, je voulais juste, c'est un peu mes fiches de lecture de cet été sur la plage. Il y a 2 livres que j'ai trouvés vraiment très illustrants sur l'avenir de la médecine. Le premier, ça a été écrit par un cardiologue américain qui s'appelle Eric Topol, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle. Et vous savez que l'intelligence artificielle va envahir la médecine, y compris dans les boucles fermées. Et juste, je ne sais pas ce que vont vous dire les intervenants de cet après-midi, mais nous en sommes qu'au babubi-bobu de ce que peut faire une boucle fermée aujourd'hui. C'est-à-dire ça va arriver. Et la question qu'il pose, c'est qu'est-ce que va devenir la médecine avec l'intelligence artificielle? Et il a un point de vue absolument iconoclaste, mais que je trouve vraiment intéressant, qui est de dire on peut construire la médecine pour que ça l'humanise, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que déjà, le temps qu'on pourrait passer à s'occuper de choses très complexes, l'intelligence artificielle nous l'apporte en 5 minutes, et donc on peut mieux s'intéresser avec son patient, de savoir comment il vit sa pathologie, quelles sont ses difficultés existentielles, etc., tous les aspects psychosociaux, le fardeau économique, etc. Ça, c'est le premier livre. Et le deuxième est tout à fait complémentaire avec le premier. C'est Gérard Réac, qui est diabétologue à la retraite, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une médecine humaine ». Alors, la première partie est un peu complexe. C'est un cours de philosophie sur la relation médecin-patient. Et la deuxième partie est une mise en pratique pour étudiants en médecine. Comment, demain, un étudiant en médecine doit aborder son patient. Et il va tout à fait dans ce sens du partage, de l'horizontalité de la relation. Il voudrait terminer par un grand précurseur de la médecine qui s'appelle Sir William Osler, qui a inventé plein de choses, notamment une maladie d'Osler qui n'a rien à voir avec le diabète, qui est une maladie cardiaque, qui disait « Il est plus important de connaître quelle personne on a en face de soi qui vient pour une maladie que quelle maladie a un patient. C'est plus important de mieux connaître la personne que de mieux comprendre la maladie. » Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais terminer pour dire que cette étude, elle ne se fait pas toute seule, ce n'est pas gratos. Vous avez des partenaires institutionnels là-haut et vous reconnaissez la JD qui est vraiment important. Il y a une petite association de Caen sur les pas de Sophie en haut à droite là, qui est intervenue. Il y a des mécènes qui sont indiqués là. C'est très important. On a besoin d'eux. On est en train d'avoir du financement académique, international d'ailleurs. Et puis il y a des partenaires également. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe, Emmanuel Cosson qui construit le projet avec moi, Guy Faguérazzi qui est un épidémiologiste et 2 personnes qui travaillent au quotidien en permanence, Laura Sablon et Mathilde Huette. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc je remercie les organisateurs de m'inviter encore une fois pour cette journée passionnante. Je vois que vous êtes encore toujours très nombreux et nombreuses. Et donc moi maintenant je vais vous parler en pratique de cette étude SFDT1 en pédiatrie. Alors vous avez vu le nombre de patients inclus. Il y avait une diapo en fait où il y avait des chiffres chez les enfants. Vous avez vu qu'il y a pour l'instant beaucoup d'adultes dans cette cohorte. En pédiatrie, pour l'instant, on fait un peu moins bien. Vous avez vu, il y a à peine une vingtaine d'enfants inclus. Mais je pense qu'à l'issue de cette journée, les choses vont aller de plus en plus fort. Et donc moi, je ne vais pas vous représenter l'étude puisqu'elle vous a été présentée par Jean-Pierre. Je vais vous présenter un petit peu ce que ça implique pour nos patients, pour vos enfants, de participer à cette étude. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué et vous avez vu que ça pouvait apporter beaucoup. Alors, la première question que vous êtes posée, c'est est-ce que moi, en tant que patient, ou est-ce que mon enfant peut participer à l'étude SFDT1 ? L'étude SFDT1, elle inclut des patients à partir de l'âge de 6 ans, atteints de diabète depuis plus de 12 mois, et dont le diagnostic a été posé après l'âge de 1 an. Donc, vous voyez, en gros, beaucoup de patients. L'étude, pour l'instant, n'inclut pas les plus petits,
notamment pour une raison qu'il est plus difficile d'avoir son consentement de participation pour un moins de 6 ans que pour un plus de 6 ans. Et en gros, il faut juste avoir un diabète de type 1 pour participer à cette étude. Donc beaucoup de monde peut être inclus. La deuxième chose, c'est où est-ce qu'on peut être inclus dans cette étude. Donc je vous ai remis la carte de France et vous voyez les points rouges, c'est tous les centres qui participent ou qui vont participer à cette étude. Donc vous voyez beaucoup de centres de diabétologie pédiatrique, surtout dans les centres hospitalo-universitaires. Donc en vert, vous voyez les centres qui actuellement incluent des patients. Donc 2 centres à Paris, les Hospices civils de Lyon, le CHU d'Angers, le centre hospitalier général de Bondy et le centre hospitalier universitaire de Reims. En orange, ce sont les centres qui vont bientôt ouvrir, donc le CHU de Besançon, le CHU de Nantes et le CHU de Grenoble. Et puis en rose, les centres qui vont bientôt ouvrir. Alors, les centres n'incluent pas uniquement les patients qui sont suivis dans leur centre. Si un patient est suivi dans un centre hospitalier général et souhaite venir participer à l'étude, il suffit soit de le dire à son médecin qui contactera ou de contacter directement le CHU. Et du coup, on peut inclure des patients qui sont suivis dans un autre centre que ceux qui sont cités ici. Donc, on est extrêmement inclusif. Alors, en pratique, comment on fait si on est intéressé? D'abord, on en parle à son médecin, même si vous n'en parlez pas, parce que vous imaginez bien qu'on a plein de choses à penser en consultation. Les consultations, elles ne sont pas très longues et il y a plein d'études en cours en pédiatrie. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, parce que même si lui-même, il n'inclut pas dans son centre, il connaîtra les centres près de chez lui qui incluent. Une fois que vous en aurez parlé à votre médecin, s'il ne fait pas lui-même partie de l'étude, vous serez contacté par un médecin qui est impliqué dans cette étude pour qu'il vous donne des informations sur l'étude. Ensuite, bien évidemment, il y aura un temps de réflexion pour que vous décidiez en famille si vous participez ou pas. Et comme il s'agit d'une étude médicale, évidemment, tout le monde doit donner son accord écrit. C'est-à-dire qu'il y aura un document à signer, un consentement qui devra être signé par les 2 tuteurs légaux de l'enfant, et il y aura aussi un document qui devra être signé par l'enfant pour dire « Ok, je suis d'accord pour participer, j'ai bien eu l'information et j'ai bien compris », pour pouvoir être inclus dans l'étude. Attention, ce n'est pas un crédit immobilier, hein, vous ne signez pas pour 30 ans, bien évidemment, à tout moment, on peut choisir de sortir de l'étude. Alors ensuite, en pratique, qu'est-ce que ça implique? L'étude SFDT1, c'est une visite dans un des centres tous les 3 ans, qu'on peut coupler soit à une consultation pédiatrique, soit à un hôpital de jour. En pédiatrie, vous ne recevrez pas un questionnaire tous les mois, mais tous les 6 mois pour l'instant. Et puis, on récupérera les données du lecteur de glycémie, et pour l'instant, on récupère les données du lecteur Freestyle. Donc, je vous ai mis en rouge. Hein. Attention, il n'y a pas de... Ça se fait à l'hôpital, mais ce n'est pas une hospitalisation. L'enfant n'a pas besoin de dormir à l'hôpital. Les questionnaires, ils sont adressés sur les mails des tuteurs légaux, pas sur les mails des enfants. Hein. Les parents gardent la main, bien évidemment. Et puis, on peut coupler cette visite de l'étude avec une visite en hôpital de jour ou avec une consultation si les moyens locaux permettent que la prise de sang soit réalisée dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce qui va se passer en amont de la visite? En général, il y a un membre de l'équipe qui vous appelle pour organiser la visite. Souvent, c'est ce qu'on appelle une technicienne de recherche clinique qui vous appelle pour choisir avec vous la date, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut amener pour cette visite. Évidemment, vous participerez au choix de la date. On s'assure que les parents ont bien eu le consentement, qu'ils l'ont lu. Et puis, s'il n'a pas été signé par le médecin dans la consultation précédente, il sera signé au moment de la visite et on vous remettra une copie, évidemment, de ce consentement. On vous demandera de vous assurer que l'enfant est en compte LibreView pour pouvoir télécharger les données du Freestyle Libre. Et la prise de sang sera faite après administration de crèse. Même là, si l'enfant le souhaite, évidemment, il faudra bien penser à la mettre 2 heures avant le prélèvement. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Donc le jour de la visite, on s'assure que le consentement est signé. Hein, c'est une étude, on ne peut rien faire si le consentement n'a pas été signé par les 2 parents et par l'enfant.
et on vous en remet un double. Et puis après, il y a une partie où on vous pose des questions qui sont équivalentes aux questions que le médecin vous pose en consultation. Il y a un peu plus on reprend un peu plus de données, de données, je dirais, sociologiques, en quelle classe est l'enfant, quelle est l'organisation de la journée. On reprend aussi des données d'antécédents médicaux. On pèse et on mesure l'enfant, comme dans toute consultation. Et puis, ce qui change par rapport à d'autres hôpitaux de jour, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un électrocardiogramme, qui est probablement un examen un examen qui est rarement fait en pédiatrie. Donc, en fait, on colle des petites électrodes sur le torse de l'enfant, et puis on enregistre ses battements cardiaques. Donc, le plus long, en fait, dans cet examen, c'est de brancher les électrodes et de brancher les fils. C'est évidemment complètement indolore. Ça tire un peu la peau quand on les décolle, pour être complètement transparent, mais sinon c'est complètement indolore. Et puis l'enregistrement en lui-même, il dure à peu près 10 secondes. Je vous dis, le plus long, c'est d'aller chercher la machine et de coller les électrodes. Ensuite, on réalise la prise de sang. Alors en général, on couple cette prise de sang à la prise de sang qu'on doit faire lors du bilan annuel pour ne pas avoir à piquer 2 fois l'enfant. Et puis on rajoute quelques tubes dans le cadre de l'étude. Les volumes ont été calculés parce évidemment, on n'a pas le droit de prélever un certain volume de sang en fonction de l'âge et de poids de l'enfant. Donc évidemment, ça a été calculé pour respecter la quantité maximale de sang qu'on peut prélever à un enfant. On recueille aussi de l'urine, comme on le fait pour dépister la néphropathie. On fait un petit recueil de salive. Donc ça, maintenant, les enfants sont très au courant de comment ça marche depuis une certaine pandémie. Et puis, on récupère des cheveux. Donc les cheveux, on les récupère en fait. Si l'enfant a les cheveux longs, il suffit de passer un peigne et on récupère des cheveux. Sinon, on coupe quelques cheveux avec un ciseau à un endroit où ça ne se voit pas. On ne fait pas une tonsure, c'est vraiment quelques cheveux. Voilà, on fait remplir quelques questionnaires. Donc pour les parents, il y a des auto-questionnaires autour des données socio-démographiques. Donc maximum, c'est une vingtaine de questions. La qualité de vie des parents, l'accès à l'éducation, on a un questionnaire sur l'accès à l'éducation thérapeutique, un questionnaire sur la peur des hypoglycémies et un score de précarité. Et pour les enfants, il y a 3 questionnaires, 2 de qualité de vie, un qui est très court et un qui est un petit peu plus long, et un questionnaire sur la peur des hypoglycémies. Entre les visites, on vous envoie un mail tous les 6 mois pour vous poser des questions, et notamment des questions médicales, et puis on vous invite à télécharger les données du Freestyle Libre. Voilà, vous savez presque tout sur la SFDT1 en pratique. Alors, c'est une étude médicale, évidemment, elle a suivi le parcours administratif habituel. Bien évidemment, il y a eu un comité d'éthique qui s'est penché sur le protocole pour vérifier qu'il respectait toutes les règles de participation à la recherche, pour vérifier qu'il n'y avait aucun danger pour les enfants, qu'évidemment, il n'y avait pas de données sensibles. Vous savez que dans les études, il y a des données qu'on n'a pas le droit de recueillir. Et évidemment, il n'y a pas de données sensibles qui sont recueillies dans cette étude. Ils ont vérifié que les consentements étaient compréhensibles par les enfants et par les parents. Et puis que les prélèvements sanguins avaient un circuit conforme qui faisait que ces prélèvements, après, ils étaient stockés dans des bonnes conditions pour ne pas se dégrader, et puis aussi qu'ils ne restaient que dans l'étude, que n'importe qui ne pouvait pas faire n'importe quoi avec ces prélèvements sanguins. Et bien évidemment, un retour régulier est prévu pour les patients dans l'étude, ça Jean-Pierre l'a bien montré. La NSM a aussi donné un accord pour vérifier que ça suivait toute la réglementation de participation de la recherche. Et bien évidemment, comme on recueille des données patients, ces données sont anonymisées, mais les conditions de stockage de ces données ont évidemment été validées par le Comité national d'informatique et liberté. Alors, quelques questions que nous posent souvent les parents qui s'intéressent à cette étude. Une fois que vous avez signé le consentement, est-ce que à un moment, vous pouvez dire bon, j'arrête ou finalement je ne participe pas? Bien évidemment, vous pouvez retirer, les enfants ou les parents peuvent retirer leur consentement à tout moment. Est-ce que les enfants ou les parents peuvent refuser un prélèvement? Il y a des enfants qui s'inquiètent pour leur qualité capillaire et parfois le prélèvement de cheveux. Les enfants n'étaient pas d'accord. Et donc, bien évidemment, on peut refuser un prélèvement auquel on n'est pas d'accord. Les prélèvements sanguins, une fois qu'ils sont faits, il y en a une partie, vous avez vu, qui est stockée pour des analyses ultérieures.
Ils sont stockés bien évidemment anonymisés, mais est-ce que vous pouvez refuser ce stockage? Bien évidemment, ils seront alors détruits. Et puis, est-ce que vous pouvez refuser ou à un moment oublier de répondre à un questionnaire, notamment ceux qui sont envoyés tous les 6 mois? Oui, là, oui, ils ont tous disparu, mais en fait, ils y sont, bien évidemment. Voilà, vous avez vu cette étude, c'est une étude ambitieuse qui, je pense, peut apporter beaucoup pour nos enfants et surtout faire mettre en avant des nouveaux besoins pour les familles, des nouvelles questions de recherche et de médecine. Malheureusement, pour l'instant, les pédiatres, on n'est pas très forts pour les inclusions. Et donc, je pense que poussez vos médecins si vous êtes intéressés à vous inclure dans l'étude. Il y a un mail de contact à qui vous pouvez envoyer un mail si vous souhaitez recevoir, par exemple, cette présentation sur cette étude en pratique pour en discuter en famille. N'hésitez pas aussi à contacter la JD qui connaît tous les centres et qui connaît tous les gens impliqués dans cette étude et qui pourront vous envoyer pour qu'on puisse être aussi fort en termes de recrutement dans cette étude. Et puis plus on aura de patients inclus, plus on pourra ensuite donner de la voix dans cette étude pour que les besoins des enfants soient pris en compte dans cette grande étude. Voilà, je vous remercie pour votre attention.